Alors, on va peut-être parler maintenant un petit peu du futur. On entend parler de la création du sang artificiel, de l'utilisation du sang placentaire, de la recherche sur les cellules souches. Quels sont les axes qui, à votre avis, sont les plus porteurs et sur lesquels la médecine doit s'axer, en fait? Alors, tout cela, c'est effectivement dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler de la thérapie cellulaire. Un axe qui actuellement est en cours d'étude et qui est prometteur, qui est l'axe de la culture de globules rouges pour faire effectivement du sang à partir de cellules souches. C'est déjà actuellement le cas, c'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, ils sont arrivés. Ils sont arrivés en quantité actuellement qui est encore extrêmement faible, de l'ordre de quelques poches de sang, mais ils sont arrivés avec des globules de bonne qualité, avec des globules qui, lorsqu'ils sont transfusés chez un homme, ont un comportement tout à fait normal et peuvent remplir leur mission en quelque sorte. Donc, il y a là, à partir de cellules souches, la possibilité de cultiver des cellules, de les multiplier et de les faire mûrir pour qu'elles deviennent des globules rouges. Mais attention, ça ne concerne que les globules rouges pour l'instant. Le problème, ça va être de passer à un stade d'une production beaucoup plus massive, car il ne s'agit pas simplement de faire quelques poches, quand on sait qu'il faut 1,5 million de poches par an, ce qui représente des milliers de litres de sang. Donc, est-ce qu'on sera en capacité, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de faire justement, de répondre à cette problématique de quantité? Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Je pourrais vous dire, dans les 10 ans, probablement pas. Ce qui veut dire que le don du sang est toujours aujourd'hui la seule façon véritablement de répondre à ce besoin important de sang que l'on a. Pour autant, cette technologie est quand même très utile pour certains malades notamment. Parce que les groupes de sang dont on n'a pas parlé sont effectivement les groupes que tout le monde connaît, le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe 0, le groupe O. Mais à côté de cela, il y a des groupes que l'on appelle des groupes rares dans certaines populations qui sont localisées dans certains endroits géographiques, notamment aux Antilles, notamment à La Réunion, pour parler de territoires qui sont des territoires français. Il y a des groupes rares. Et ces groupes-là rares, pour ces groupes-là rares, on a du mal à trouver du sang. Or, en plus de ça, dans ces groupes géographiques, il y a certaines maladies des globules rouges, des maladies génétiques qui nécessitent beaucoup de transfusions. Donc, préparer des poches de sang par cette technique de culture de cellules pour ces groupes rares-là sera très utile et sera une réponse extrêmement importante, alors qu'on a parfois des difficultés à trouver des sangs adaptés. Alors maintenant, pour les autres points, le sang artificiel, il n'y a pas eu de succès avec toutes les... On est ici dans un institut de physique et de chimie extrêmement prestigieux. Beaucoup de chimistes, Jean-Marie Laine notamment, a essayé de travailler ou fait travailler sur des composés qui pourraient transporter l'oxygène, des composés fluorocarbonés ou autres pour transporter l'oxygène. Tous ces composés se sont avérés soit toxiques, soit fixant l'oxygène, mais étant incapables de la délivrer dans les tissus. Car il ne s'agit pas simplement, comme le globule rouge a cette intelligence de capter l'oxygène au niveau du poumon, mais de libérer l'oxygène au niveau des tissus. Le globule rouge ne garde pas l'oxygène pour lui. Alors que tous ces composés, jusqu'à présent, se sont avérés, je vous dis, soit toxiques lorsqu'on les injectait chez l'animal, soit incapables de remplir cette mission de transporter l'oxygène en la délivrant là où il faut. Bien, eh bien, écoutez, je pense qu'on va peut-être céder la parole à la salle. Est-ce que nous avons des questions ? Isabelle, est-ce que moi je peux poser une question ? Ah, mais je t'en prie, prends le micro, s'il te plaît. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas conserver le sang assez longtemps. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche pour essayer, j'imagine,
Je pense à la congélation parce que j'ai pas beaucoup d'idées sur comment on conserve les choses, à part la congélation. Est-ce qu'il y a des pistes, Oui, justement? bien sûr. Alors, on peut congeler les globules rouges. Ça détruit quand même, ça diminue effectivement le nombre de globules rouges viables une fois réinjectés. Donc, on peut le faire, on le fait d'ailleurs, il y a des globules rouges. Les groupes rares dont je vous parlais, là, dans la mesure où il est très difficile, effectivement, d'en avoir à la demande, on va chercher des donneurs ayant ces groupes rares, on les prélève et on congèle leur sang pour pouvoir répondre. Mais on sait qu'à la congélation, on abîme des cellules. En revanche, les plaquettes, non. Les plaquettes ont horreur de la congélation. Donc, dès qu'on en congèle, on les détruit. Elles ne peuvent plus remplir leur fonction. Le plasma, lui, se congèle très très bien et reste pendant... C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été très utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a découvert à ce moment-là qu'il pouvait être congelé et qu'on peut aussi le cryo-dessécher et qu'on pouvait le transporter au plus près des blessés qui saignaient. Moi, j'ai une petite question à poser. Est-ce qu'on transfuse encore du sang total maintenant aux personnes? Dans certains pays, oui, parce qu'on n'a pas la capacité, parce que c'est très technique de séparer le camp. Les différents éléments du sang. En plus de cela, on n'a pas toujours besoin, lors d'une transfusion, de l'ensemble de ces éléments. On peut avoir besoin uniquement des plaquettes, tout en ayant un nombre de globules rouges normal, tout en ayant une quantité de plasma normale. Donc, c'est pour ça que c'est plus... Comment dirais-je, j'aime pas le mot, mais on optimalise en quelque sorte la transfusion en fractionnant. Et d'ailleurs, dans le plasma, on va fractionner encore bien davantage puisque on va isoler des tas de protéines du plasma. On va isoler des facteurs anti-hémophiliques. L'hémophile que l'on va transfuser, on ne va lui donner que le facteur que génétiquement il lui manque. On va isoler des immunoglobulines, on va isoler de l'albumine, on va isoler du fibrinogène. Bref, tout ce qu'on appelle les médicaments dérivés du sang sont des produits isolés, purifiés à partir du plasma. Et c'est pour ça que utiliser un flacon de sang complet alors que le malade à qui on va faire la transfusion n'a pas besoin de tous ces éléments-là, c'est gâcher du sang en quelque sorte. D'accord. Bien. Une question encore peut-être ? Non ? Oui ? J'aimerais bien revenir sur le Mont Vicentin et sur l'allusion aux sages-femmes. Parce que, si j'ai bien compris, ils sont considérés comme étant impurs par les sangs de l'accouchement. Donc, ils ne sont pas accès à la communion. Est-ce qu'il y avait des moyens rituels de purifier cette femme ou est-ce qu'on faisait quelque chose pour ranger ce problème pour elle ? S'il y avait beaucoup de sages-femmes, la sage-femme, ça peut être votre voisine, hein, ceci dit. Il n'y a pas toujours des sages-femmes avec une formation de sage-femme très spécialisée, hein, grosso modo. C'est les femmes entre elles. Mais non, l'idée n'est pas de faciliter la communion. Alors, maintenant, il ne faut pas confondre Orient et Occident. La communion n'est pas si fréquente, tout de même, en Orient. Elle suppose toute une préparation. Voilà. Donc, est-ce que ça manquait énormément aux gens d'être privés de communion ? Les sources ne nous le disent pas. Je n'ai pas d'ailleurs de voix directe de sage-femme qui parlerait de ça. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est quand même un monde dans lequel l'écrit est très très largement dominé par les hommes. Et même quand on a quelques écrits de femmes comme Anne Comnène, elle ne représente pas vraiment particulièrement le point de vue des femmes. Donc, on a peu de renseignements là-dessus. Mais vous avez raison, hein, c'est une exclusion. Les femmes, après l'accouchement, alors, ils ont repris dans une certaine mesure l'idée qu'il fallait attendre les relevailles pour pouvoir de nouveau aller à l'église avec un rituel de purification. Si vous avez lu le Lévitique, vous savez que c'est 40 jours pour un petit garçon et 80 jours pour une petite fille. Hein. Donc, quand je parlais de misogynie vraiment ancrée,
Et elle se retrouve là, exactement. Et dans le monde byzantin, par exemple, pour la présentation de l'enfant, si c'est un petit garçon, on lui fait faire tout le tour de l'autel. Si une petite fille, elle fait que la moitié du tour de l'autel, parce qu'elle n'aura pas droit d'aller dans le sanctuaire ensuite. Donc, les exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc non, malheureusement, les sages-femmes se trouvaient exclues, sauf à arrêter de pratiquer leur métier assez longtemps pour faire une pénitence et ensuite ne plus être excommuniées, ne plus être en contact avec le sang. Le sang est sacré, ça ne fait pas bon ménage à Byzance. En complément, la question, c'était les pratiques de réclusion rituelle qui sont très connues effectivement dans le monde entier par rapport aux femmes, soit aux femmes qui ont leurs règles, soit aux femmes enceintes. Donc nous, on a un texte qui semble indiquer qu'une femme enceinte, après un certain nombre de mois de grossesse, est censée rester enfermée à la maison. Son mari peut toujours vivre avec elle, etc. Mais elle est censée ne plus se mélanger au reste de la population. Donc je me demandais si vous aviez des cas semblables, parce que ces motifs de réclusion rituelle de la femme qui perd son sang, soit dans le cadre de ses règles, soit dans le cadre de l'accouchement, sont quand même extrêmement répandus. Donc vous avez en Afrique, en Océanie, enfin dans beaucoup de civilisations, et la maison des femmes, ce qui est appelé la maison des femmes. Hein. Même en Mésopotamie, ils ont une maison spécialisée en fait pour ces femmes-là. Donc la femme doit s'enfermer dans cette maison en période menstrue, par exemple. Donc vous n'avez pas de cas comme ça? Non, à Byzance, je n'ai pas de cas comme ça, mais j'ai un clerc, enfin un canoniste du XIIe siècle, Théodore Balsamon, qui se plaint que les femmes, pendant leur période menstruelle, par respect pour l'Église, ne rentrent pas dans l'Église, mais se tiennent dans le narthex. Et il râle que, oh là là, mais le clergé, lui, va dans le narthex, il va être exposé à toute cette impureté. Elles ont qu'à aller écouter de l'autre côté des fenêtres ce qui se passe si vraiment elles veulent venir. Et ça, c'est vraiment un trait particulier, effectivement, dans les églises orthodoxes, où encore jusqu'à nos jours, les femmes s'abstiennent de venir à l'église pendant la période menstruelle. Il n'y a pas, ceci dit, ça veut dire qu'elles sont quand même pas enfermées chez elles pendant cette période-là. Alors que la période postpartum, là, oui, on voit qu'il y a des phénomènes d'enfermement des femmes ou de volonté de les exclure, jusqu'à ce qu'elles soient réintégrées dans la société d'une certaine manière par les relevailles, par des prières qui accompagnent les relevailles. Aussi bien en Occident hein, aussi. Mais jusqu'au début du XXe, peut-être même un petit peu plus, dans les campagnes, au moment des menstruations, une femme n'avait pas le droit de couper le pain, n'avait pas le droit... Alors c'était dans les traditions, c'était pas explicite, hein, mais c'était dans les traditions, la viande, le pain, qu'est-ce qu'il y avait encore sur... Le tourner le lait, absolument. Mayonnaise. Voilà, des choses comme ça. Et là, on est dans les humeurs, parce que tout à l'heure, effectivement, on a évoqué les humeurs transpiraient de cette façon-là et allaient entraîner que le lait tourne, ou il y avait une espèce de transmission par l'air de la mauvaise humeur. Qui est resté toujours, de toute façon, dans le langage de tous les jours. Hein. Tu es de bonne humeur, tu es de mauvaise humeur, ça c'est resté, et ça continue à se transmettre. Une autre question ? Bien. Une remarque, c'est sur les disputes entre circulateurs et non-circulateurs. Finalement, ce qui faisait dans l'Antiquité sur le contenu des artères, justement, est-ce qu'il y a du sang ou du pneuma, uniquement de l'air dans les artères, et ça continue depuis l'époque alexandrine, donc notamment depuis Hérophile et Erasistrate jusqu'à Galien, qui dit qu'il n'y a pas que de l'air dans les artères, mais qu'il y a un mélange d'air et de sang. Ça se reproduit pour la circulation sanguine après. Donc c'était vraiment Tout à fait. Et jusqu'à Vézal, on considérait que l'artère, effectivement, jusqu'à Vézal, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle, on a considéré que l'artère était essentiellement un tuyau d'air. Hein. Pardon, la trachée. D'ailleurs, on a appelé la trachée artère, qui est en fait notre conduit principal d'entrée d'air hein, dans les poumons. On l'a appelée trachée artère. Et oui, et ce qui faisait finalement qu'il y avait comme une double
je ne veux pas dire 2 sangs différents, mais le résultat était celui-ci, c'est-à-dire le sang qui était destiné à nourrir le corps, qui était le sang qui était dans les veines et qui provenait directement du foie, et le sang qui devait apporter ce pneuma vital qui était, pour Galien, le sang qui était mêlé au pneuma, au souffle dans les artères, et pour la médecine précédente qui n'existait pas du tout finalement parce qu'il n'y avait que de l'air. Ce qui est étonnant, c'est que Galien, qui a été un médecin des gladiateurs et donc qui a dû voir de nombreuses blessures assez sérieuses, avec du sang sortant par giclée dès lors que des artères étaient sectionnées, n'a quand même pas... Il a eu des fenêtres véritablement sur le corps humain, ce qui lui a permis d'ailleurs d'être probablement plus anatomiste que ne l'a été Hippocrate. Hippocrate n'a pas du tout été. Bien, ce qui est étonnant, c'est que le sang partait. Avec le sang qui partait, l'homme en question mourait, mais on n'a pas fait ce lien entre effectivement la vie et le sang. Au point de considérer que le sang était absolument indispensable à la vie. Si je peux juste ajouter, il y a dans le corpus hippocratique un traité qui est le traité du cœur, qui n'est pas un traité d'époque hippocratique, qui est un traité d'époque hellénistique et dont l'auteur était un anatomiste. Justement parce qu'à l'époque hellénistique, on disséquait des condamnés à mort. Et donc c'est pour ça que Hérophile et Erasistrate, d'après les sources qu'on a, ont fait à Alexandrie. Oui, la dissection sur les condamnés à mort finalement. Et malgré tout ça, finalement, eux non plus, ils ont fait des progrès énormes, mais ils ne sont pas arrivés à bien décrypter, à bien comprendre la circulation et le... Je voulais juste rebondir sur l'idée que le sang c'est la vie. D'après les sources cunéiformes, pas uniquement, puisque on a un texte mésopotamien qui a été traduit en Anatolie hittite, qui décrit en fait un épisode plus ou moins légendaire, enfin pseudo-historique, disons, à moitié historique, à moitié légendaire, d'une bataille. Et à un moment donné, le chef d'une armée dit amène-moi cet ennemi-là, ce captif-là, du camp adverse. On va le percer avec une lance, voir si le sang s'écoule de son corps. Le texte dit ça. Et il dit, s'il y a du sang qui s'écoule, c'est un mortel. Donc nous pourrons combattre l'ennemi et les vaincre. Mais s'il n'y a pas de sang qui s'écoule, si le corps de cette personne n'a pas de sang, ce sont des dieux. Dans ces cas-là, on va éviter de les combattre, parce qu'on risque de perdre. Donc il y a dans l'imaginaire du monde cunéiforme, que ce soit en Mésopotamie, ça a été repris et traduit en Anatolie, donc ça devait signifier quelque chose pour eux aussi, possibilité d'avoir une vie anthropomorphe, parce que les divinités ont clairement des caractères anthropomorphes, sans le sang. Et c'est d'ailleurs le sang qui distingue, dans cette tradition-là, l'homme du dieu. Donc ça nous rappelle aussi la légende de Rudyard Kipling, qui est décrite dans The Man Who Would Be King, qui avait été très, très joliment mise en scène dans un film avec Sean Connery. Et ils font exactement ce test-là, en fait. Quelque part en Afghanistan, au fin fond de l'Afghanistan, 2 Britanniques se trouvent paumés dans une petite tribu qui n'a jamais vu de blancs avant ces gens-là. Et ils les prennent pour des dieux, parce que l'un d'eux a un médaillon. Si vous connaissez cette petite nouvelle de Rudyard Kipling, qui est excellente d'ailleurs, très très bien écrite, ils croient qu'ils sont des dieux, jusqu'au moment où l'un de ces Britanniques se blesse et saigne. Ils voient le sang, et là ils disent, ce ne sont pas des dieux, ils ont du sang. Donc on retrouve exactement ce motif-là. Donc ça doit être quelque chose d'extrêmement répandu et universel, l'idée que le mortel, l'être humain, se distingue de son Dieu aussi de cette manière-là. Si le sang coule, c'est qu'on vit et qu'on est mortel. Oui, mais qu'on est mortel, en fait. C'est ça, on peut mourir si on n'a plus de sang. Oui, mais son statut est particulier. C'est un statut particulier. Béatrice, le micro, tu disais ? Oui,
là, effectivement, on a une situation un peu paradoxale de l'homme-dieu, enfin, pour le Christ, voilà, dont le sang est rédempteur, dont le sang est salvifique. C'est l'ultime sacrifice, d'une certaine manière, qui va évacuer, du coup, tous les sacrifices d'animaux qui seront rejetés hors du christianisme comme étant obsolètes et n'ayant plus de raison d'être. Il y a une chose dont on n'a pas tout à fait parlé, mais on ne peut pas tout aborder, c'est le lien entre alimentation et sang. Cette idée que le sang était plus lourd ou que l'individu lui-même était plus lourd avec certains types d'aliments. Et ce n'est jamais très clairement expliqué dans les termes médicaux, puisque ce à quoi je fais allusion, ça se trouve dans des textes de type hagiographique, des vies de saints, où on explique l'utilité du jeûne, justement, pour permettre de ne pas s'assoupir, pour permettre une certaine forme de vitalité. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres textes du même genre dans le monde antique. Pour le jeûne, c'est repris systématiquement dans la physiologie et on le retrouve dans une littérature de problèmes médicaux, c'est-à-dire de questions et réponses. Et il y a toute une panoplie d'explications physiologiques parce que le jeûne provoque sécheresse, la sécheresse amincit les passages et donc l'homme est éveillé, le sang est meilleur. Et tout ça, donc c'est plutôt une mise au goût du jour, disons, de la physiologie aristotélicienne et hippocratique appliquée aux jeunes et aux besoins de la vie monastique, finalement. Il y a encore un dernier lien que l'on peut faire entre le sang et le jeûne. Vous savez qu'on parle de l'odeur de sainteté pour le christianisme. Et il semble qu'il y ait des études qui aient été faites. Alors, ça avait une odeur particulière de violette. Et ça serait lié effectivement au régime ascétique très particulier, sans viande, sans vin, qui changerait en quelque sorte, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, la composition du sang au point que la sueur finalement changerait d'odeur et donc aurait une odeur plus agréable, créant une odeur de sainteté. Alors, on va peut-être terminer sur cette odeur de sainteté. Je pense que c'est une bonne fin. Je vais vous présenter quelques livres qui ont servi donc à la préparation de ce Café des Sciences, bien sûr sur le sang. D'abord, de Jean-Paul Roux, Le sang, mythe, symbole et réalité, chez Fayard. Ensuite, nous avons, même si on n'a pas abordé ce sujet, un livre très intéressant qui est La pureté du sang en Espagne, du lignage à la race, de Raphaël Carrasco, Anne Molinier, Béatrice Pérez. Le livre de Gérard Tobelem, Histoire du sang, aux éditions Perrin. Un livre de Jean Bernard, La légende du sang. Nous avons L'Antiquité écarlate, le sang des anciens, sous la direction de Lydie Boudiou et Véronique Mel, aux éditions La Presse universitaire de Rennes. Alors là, ça va être un peu plus dur. Praxagoras of Cause on Arteries, Pulse and Pneuma, fragments et interprétations, de Orly Lewis, aux éditions Brill. Et en dernier, Nourriture terrestre, nourriture céleste, la culture alimentaire à Byzance, de Béatrice Cazot, aux éditions ACHC Byzance. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce café et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau café. Merci beaucoup.